Bonsoir à tous et bienvenue dans Polygone, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous nous intéressons à ces jeunes engagés en politique, dans l'armée, dans des causes humanitaires ou encore environnementales. Bref, des causes qui touchent notre société. Qui sont-ils et en quoi sont-ils les ambassadeurs de notre société? Avec nous pour en parler ce soir, Catherine Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de Un monde sans mucoviscidose. Capitaine Simon Mérel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au commandant du CEFIM. Julien Woznitsa, vous êtes fondateur de Wings of the Ocean. Bonsoir. Bonsoir. Victor Noël, toi tu es jeune militant écologiste, auteur d'un livre qui s'intitule Je rêve d'un monde. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Pauline Lapointe-Zordan est avec nous en visio cette fois, par précaution sanitaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente du département de la Moselle en charge de la jeunesse. Et puis une autre invitée nous rejoindra dans quelques instants. Merci à tous d'être avec nous ce soir en tout cas. Alors d'abord, l'engagement, qu'est-ce que c'est? Si on définit l'engagement comme le fait de s'impliquer avec conviction, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la conviction c'est déjà primordial? Capitaine, dites-moi. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il est impossible de pouvoir se mettre au service d'une grande cause sans pour autant mettre l'intégralité de ses savoirs et ses savoir-être au bénéfice justement de cette cause. Donc la conviction, la volonté d'engagement, la volonté de se surpasser font partie intégrante de cette définition. De votre côté, Julien, vous êtes d'accord avec Oui, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour la cause en question. Après, la seule question, c'est de savoir vers quelle cause on s'engage. Moi, j'ai choisi les océans, certains ont choisi la biodiversité à terre, les forêts, d'autres servir la nation. Voilà, bien sûr, il faut s'engager. Alors justement, on va faire un petit tour, un petit peu de table. Je vais commencer par toi, Victor. Tu fais, toi, carrément le buzz, en fait, en ce moment, hein, on peut le dire. Tu as 15 ans, tu milites pour la biodiversité, le respect de la biodiversité. Tu as même écrit un livre. Comment ton engagement a démarré ? Comment il a démarré? Il a démarré très progressivement dans le sens que il n'y a pas eu de déclic et c'est venu avec le vivant, c'est venu avec l'observation que je pouvais faire du vivant, des oiseaux, des insectes à côté de chez moi. Donc c'est plutôt venu d'une passion pour la nature qui s'est transformée par la force des choses en envie d'agir, si je puis dire. Et bon, j'ai aussi fait un voyage qui a été en quelque sorte un déclic, mais c'est plutôt venu du fait qui me paraissait moi contradictoire de consommer, de photographier les oiseaux, la biodiversité, sans essayer de changer mon mode de vie pour limiter mon impact sur cette biodiversité. Ça me semblait complètement contradictoire, voire immoral. Est-ce que ça vous bluffe un peu d'avoir ce discours-là de la bouche d'un jeune de 15 ans? Mais il y a de la maturité dans ce qu'il dit. Il est vraiment engagé dans ce qu'il... Il n'est pas né, comme moi par exemple, avec mon engagement, mais lui, il en a voulu, il en a fait son objectif en fait. Alors effectivement, on va parler de votre engagement et effectivement, il vient directement d'un vécu personnel. Expliquez-nous. Alors moi, je suis née avec la mucoviscidose, donc c'est une maladie génétique qui touche les poumons et le système digestif. C'est une maladie au jour aujourd'hui qui est mortelle encore en France et dans tous les pays d'ailleurs. En fait, moi petite, mes parents ont fait énormément d'événements pour la maladie, pour soutenir la recherche, tout ça. Et c'est vrai qu'en grandissant, moi j'ai grandi avec cet engagement-là aussi et surtout la motivation de faire bouger les choses parce que c'est une maladie grave et on a envie d'en parler, on a envie de faire bouger les choses parce qu'encore au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas la guérir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bouger les choses, c'est mon engagement et c'est vraiment quelque chose avec quoi je vis en fait. C'est vraiment pour ça, je suis vraiment motivée à faire bouger les choses. Ça se sent effectivement. Julien, vous dites ça, vous de votre côté, votre engagement, il rejoint un petit peu celui de Victor finalement, la cause est environnementale, mais expliquez-nous un peu plus en détail votre mission. Alors moi j'ai monté il y a 2 ans et demi une association qui s'appelle Wings of the Ocean, dont je porte les couleurs aujourd'hui, et qui est une association qui fait de la dépollution océanique et de la dépollution un peu partout. On a voulu un petit peu se développer dans d'autres endroits que seulement les océans et les littoraux.
Et en fait, c'est parti du constat très simple qu'il y a 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui partent dans les océans chaque année, chiffre en constante augmentation d'ailleurs, et donc il y avait quelque chose à y faire. Donc en premier lieu, aller récupérer au maximum de plastique avant qu'il se retrouve dans les océans, mais aussi avoir un impact au niveau des producteurs. Donc c'est pour ça qu'on a au sein de Wings une petite entité qui fait du lobby auprès des entreprises, et une entité politique qui essaye d'aller faire bouger les lois et les us et coutumes aujourd'hui au niveau ministériel. Par contre, vous, votre engagement, il n'est pas arrivé progressivement comme Victor, il y a eu plutôt un déclic, vous avez un peu changé de vie. Oui, j'ai changé de vie. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai un bac +5 en finance et en entrepreneuriat. Et en fait, à la fin de cette école de commerce, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie d'être un rouage de ce système. Et donc, je me suis engagé dans des causes qui m'étaient chères, dont la protection des animaux, la protection de la biodiversité. Et je suis parti avec une autre association qui s'appelle Sea Shepherd au Mexique, où on était directement confronté aux braconniers mexicains et où on sortait des filets de l'eau directement donc des braconniers, en sachant que de temps en temps les braconniers venaient nous à notre rencontre. Alors on voit des images du Kraken, qui est aujourd'hui le bateau de l'association Wings of the Ocean. Et pour terminer, en rentrant de chez Sea Shepherd, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau de la pollution plastique. Et donc j'ai monté ma propre association avec un capitaine de marine marchande qui s'appelle Sébastien Faux et qui est la personne avec laquelle on a monté ça, quoi. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Pauline Lapointe-Zordan, de votre côté, du côté de la politique, en quoi c'est important d'avoir des jeunes à ses côtés ? Eh bien, écoutez, moi je me suis engagée en politique assez jeune et ma vocation au sein du conseil départemental de la Moselle, c'est justement d'accompagner les jeunes dans leur engagement. C'est de pouvoir leur faire bénéficier à la fois de mon expérience, de l'expérience des adultes finalement engagés en politique, et de les aider finalement à développer leurs propres projets. Donc il y a une espèce de réciprocité qui se passe entre les conseils départementaux, c'est-à-dire le conseil départemental classique et celui des jeunes ? C'est ça, il y a de vrais échanges entre les deux. C'est pas du tout quelque chose de descendant. On a un vrai conseil départemental junior qui s'investit, qui a ses projets, et nous on est là pour les accompagner. Eh ben, on en reparle tout à l'heure. Dans l'armée, comment ça se passe, capitaine Simon Merel, en quoi c'est important d'avoir des jeunes, des nouvelles recrues, et en tout cas surtout des jeunes ? Alors, l'armée de terre, c'est 130 000 hommes. Chaque année, nous recrutons 18 000 hommes. La moyenne d'âge de l'armée de terre est de 31 ans. Donc la place de la jeunesse est toute évidente. Effectivement. Alors justement, on peut se demander ce qu'il en est de l'engagement des jeunes, en tout cas au niveau national. Je vous propose de dresser un bilan dans ce reportage. Il est signé Marie-Morgane Lorenz. S'engager, pourquoi pas ? Mais en premier lieu, qu'est-ce que définit l'engagement selon les jeunes ? Pour 31%, cela signifie s'impliquer réellement et avec conviction dans ce que l'on entreprend. Pour 20%, faire une promesse et tenir parole. 19% évoquent la solidarité, aider les autres, donner son temps ou servir. Les termes militer, agir, défendre, soutenir des causes ou des valeurs ont été cités par 14%. Enfin, 11% ont évoqué la patrie, le pays, la nation, l'armée. L'engagement maintenant défini, combien sont-ils à le concrétiser ? En 2018, 68% des jeunes affirment être engagés. Oui, mais où ? 39% dans une association sportive, culturelle, humanitaire ou encore politique. 38% auprès de personnes en dehors du cadre familial. 11% à une organisation politique, religieuse, syndicale ou municipale. S'inscrire dans une association ou une organisation est une chose. Sont-ils engagés de manière régulière ? 62% du panel y travaillent plusieurs heures chaque mois ou chaque semaine. 38% de manière plus ponctuelle. Et qu'est-ce qui pousse finalement les jeunes à s'investir ? Pour 50% des personnes, cela concerne un sujet qui les touche personnellement.
Pour 34%, c'est parce qu'ils ont une grande disponibilité dans leur emploi du temps. Pour 28%, cela fait suite à un événement majeur ou de graves difficultés. L'enquête s'interroge aussi à ce que leur apporte l'engagement. Pour 63%, cela leur permet de s'épanouir personnellement, mais aussi d'être utile à la société et agir pour les autres. Pour 50%, cela permet aussi de défendre une cause. Et demain, toujours engagés, l'intention des jeunes de continuer leur engagement est forte, 90%, dont 57% en étant toujours dans la même association. Alors concrètement, dans vos différents domaines, je vais commencer par vous, Simon Mérel. Est-ce que vous sentez un engouement de la part des jeunes, une envie de s'investir ou pas vraiment? Comment vous sentez cette tendance? Alors, il va y avoir 2 points. C'est-à-dire que, naturellement, dans le cadre de notre recrutement, nous avons des jeunes pétris de l'idée française, avec la volonté de vouloir la défendre à l'intérieur de nos frontières, mais également à l'extérieur. Par rapport à cela, la majeure partie aujourd'hui de notre jeunesse qui s'engage sera pour trouver un cadre, sera pour trouver des normes, des règles, mais au-delà de ça, un cadre familial. La fraternité d'armes colle parfaitement à cette définition, et nous ne sommes plus dans le portage qui pouvait exister à la génération Charlie. Là, nous arrivons dans un recrutement où des jeunes, justement, veulent s'engager dans un cadre de référence. Donc il a fallu s'adapter aussi aux jeunes, en fait, et à ces nouvelles générations. Ça a été une discussion à un moment donné? Alors c'est une discussion qui est perpétuelle, hein, au fur et à mesure. Voilà, nous sommes la société militaire est un delta de la société civile. Donc nos combattants d'aujourd'hui, c'est-à-dire également nos futurs chefs militaires de demain, on aura l'occasion d'en reparler. L'ascenseur social de l'armée fait que la jeunesse est au centre de nos préoccupations. Et justement, en cela, le fait d'être accueilli dans une nouvelle famille, dans un cadre de référence, c'est ce qui est demandé par les jeunes aujourd'hui, et c'est ce que nous proposons également. Alors du côté de Pauline Lapointe-Zordan, comment ça se passe en politique? Est-ce que la politique, ça séduit les jeunes? Alors, la politique séduit, mais surtout dans le sens noble de la politique, c'est-à-dire de s'investir au sein de la société. Donc en fait, le but du conseil départemental junior, c'est vraiment de leur laisser toute la possibilité de s'exprimer et de pouvoir développer leurs propres projets en faveur de la jeunesse. Alors justement, qu'est-ce que ça implique de s'engager dans une cause en termes de temps, en termes de pouvoir de décision, d'énergie? Expliquez-moi par exemple, Julien, dans votre cas. Ah ouais, moi mon cas il est complètement extrême, hein, du coup, parce que j'ai mis toute mon énergie, tout mon temps en fait. Aujourd'hui moi je bosse 7 jours sur 7 sur Wings of the Ocean, ça fait 2 ans que j'ai pas pris un jour de repos, et c'est comme ça que je fonctionne avec Wings, mais l'idée est que forcément on n'a pas tous besoin de rentrer dans un extrême comme le mien, et que les personnes qui ont une journée par semaine, une après-midi, et qui ont envie de militer pour une cause ou quelle qu'elle soit, ça peut suffire. C'est déjà bien, c'est déjà une première. Après nous avec Wings of the Ocean, on prend des bénévoles à bord du Kraken par exemple, ou peut-être des autres bateaux de la flotte, on en reparlera après, qui sont nourris, logés, blanchis à bord. Tout le monde est bénévole, mais ils sont nourris, logés, blanchis en contrepartie de leur travail à bord, pour les besoins de l'association, quoi. Donc on fait des dépollutions. Là en ce moment on est en chantier avec le Kraken en Italie. Il sera bientôt à l'eau dans une 15aine de jours à peu près, et voilà. De ton côté, Victor, comment ça se passe en termes de temps? Comment tu t'organises pour défendre ta cause?
Moi, ça me prend beaucoup moins de temps. Moi, c'est en aucun cas, c'est des gels. Donc, mais comme je suis scolarisée à la maison, ça me laisse forcément plus de temps que si j'étais scolarisée dans un établissement. Donc, le livre, par exemple, j'aurais pas pu l'écrire si j'étais au collège ou au lycée. Ça me laisse le temps, par exemple, de faire des animations dans les écoles. Je pourrais pas non plus le faire. Donc, j'ai beaucoup de temps pour justement pour laisser place à cet engagement, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, ça me laisse énormément de temps et je pourrais en aucun cas faire ce que je fais actuellement si j'étais pas scolarisée à la maison. Effectivement. Et de votre côté, Catherine, comment ça se passe ? Vous êtes active, vous travaillez, comment ça se passe ? Comment vous gérez ? Alors, nous, au niveau de l'association, on fait en général 4 événements par an. Donc, ça se base surtout sur le sport, donc des tournois de foot. On fait des soirées à thème et de la vente de biscuits de Noël. Donc, en général, on essaye vraiment de faire 4 événements par an. Bon, après, avec le Covid, là, c'était un peu plus compliqué. On est plutôt sur une année vraiment calme. Donc, on essaye de faire de la pub sur les réseaux sociaux, continuer à en parler, parce que notre but principal, c'est d'en parler pour que les gens ils comprennent que la maladie est toujours là, même s'il y a tout le reste à côté. On fait partie des personnes fragiles, surtout dans ces périodes-là. Donc c'est vrai qu'on essaye au maximum d'en parler, partager sur les réseaux sociaux, mais avec une année comme ça, c'est plutôt compliqué. Mais sinon, on essaye au maximum de faire des événements pour attirer les gens. Ça attire la jeunesse aussi, surtout on part sur des bases de foot, donc forcément ça attire les gens, ils viennent. Ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. On a des bénévoles qui sont assez jeunes, qui sont impliqués à la cause aussi, donc ça fait toujours de la jeunesse en plus et ça rassemble beaucoup plus de monde. Mais justement, est-ce que les jeunes sont vraiment crédibles ? Est-ce que vous êtes pris au sérieux quand vous lancez un projet, un événement, une activité ou un livre ? Est-ce que vous êtes pris au sérieux ? Est-ce que vous êtes crédible ? En général, ça se voit. Je veux dire, on a la motivation. Quand on en parle, on aime ce qu'on fait, on le prouve. Moi, quand j'ai créé l'association avec le papa d'une petite qui est malade, qui s'appelle Geoffrey Young, et en fait, tout de suite, on a vraiment lancé les choses. Il m'a laissé faire de mon côté, sur le côté Petite Rosselle, Forbach, tout ça. Je suis allée voir la mairie, je leur ai dit, voilà, moi, j'aimerais continuer à faire des tournois de foot. J'ai envie de faire bouger les choses. Et en fait, on voit notre motivation, que ce soit pour Victor ou pour Julien, on voit notre motivation quand on en parle en fait. Victor, tu avais vécu ça comme ça ? Oui, non, mais là, est-ce qu'on nous accorde la crédibilité, je sais pas. En tout cas, voilà, on est invité, là je suis invitée, donc forcément on nous écoute. C'est pas comme si, voilà, mais je dirais, si je reprends par exemple le message que je porte et que tu portes par exemple, c'est un message qui n'est pas porté que par les jeunes. Donc je dirais que si ce message-là, on n'y donne pas de crédibilité, c'est qu'on donne pas de crédibilité aux adultes, y compris, je pense. Donc, on nous écoute. Alors, est-ce que ça implique un réel changement ? Est-ce qu'on est réellement pris au sérieux ? Ça, après, c'est à voir. Mais oui, on nous écoute, je pense. Et de votre côté, Julien, est-ce que vous avez vécu des difficultés du fait d'être jeune et de se lancer dans une grande cause ? Non, ça n'a jamais été relatif à ma jeunesse. Après, moi, j'ai acheté le Kraken à 24 ans, et en même temps que la sortie de mon livre qui s'appelle Pourquoi tout va s'effondrer, qui parle justement de l'effondrement de notre civilisation, et c'était justement basé là-dessus où on commençait à avoir cet engagement du coup pour les océans. Mais à partir du moment où les projets sont extrêmement bien montés, à partir du moment où les financements suivent, à partir du moment où il y a ce genre de choses-là qui rentrent en compte, l'âge n'a plus de... Ouais, l'âge n'a plus vraiment d'importance. Ouais. C'est l'envie, la motivation, on donne à notre projet, quoi. C'est ça qui le fait monter, moi, je trouve. Effectivement. Alors, dans vos 3 cas, vous avez soit créé des associations, soit, en tout cas, vous êtes à l'initiative de projets. Pourquoi ne pas avoir adhéré à des projets qui existaient déjà ? J'imagine que pour la biodiversité, il y avait certainement des associations qui existaient déjà. Pourquoi est-ce que tu as choisi, toi, de porter ton message ? En fait, c'est marrant parce que moi, au départ, quand j'ai voulu m'investir un peu à ma petite échelle, je me suis rapprochée d'associations finalement. C'était plus des associations naturalistes, pas vraiment écologistes, mais en tout cas, j'ai essayé de donner du poids à mon petite échelle à ces associations-là qui en ont bien besoin face à de gros lobbying. Et du coup, non, je me suis rapprochée d'associations. Alors forcément, des projets, par exemple, quand j'ai été à l'initiative avec d'autres, après avoir
créé la marche pour la biodiversité, on a créé un petit collectif où on a invité les candidats aux élections municipales à mettre en place une série de mesures pour la biodiversité. Donc forcément, j'ai on va dire co-organiser certaines choses, mais ça s'est fait avec des associations qui c'est une collaboration finalement. Voilà, mon idée c'était aussi de réunir des associations et montrer qu'elles existent et montrer leur travail, et souvent on a tendance à l'oublier, donc non, c'est pas travail solitaire, je pense, c'est plutôt collectif. Et pour vous, Catherine, il y a une grosse association qui existe qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Quelle est votre relation avec cette association, par exemple ? Alors, excusez-moi. Alors nous, on est directement reliés à Vaincre la muco, c'est-à-dire que chaque année, on reverse donc une partie des fonds récoltés. En fait, on a créé l'association pour avoir plus de liberté, faire beaucoup plus d'événements, tout ça. Et chaque année, on leur remet donc le bénéfice qu'on a fait, pour pouvoir justement, parce que c'est eux qui s'occupent de la recherche. Après, il y a l'association Grégory Le Marchal aussi qui fait énormément. Mais c'est vrai qu'ils sont basés sur... ils travaillent ensemble aussi. Donc vous avez plus de liberté à monter un projet de votre propre chef ou une association, vous êtes plus libre finalement. Voilà, on va pouvoir faire beaucoup plus d'événements, on va avoir les fonds nécessaires pour faire les événements, si on veut faire plus grand, plus petit, on va vraiment avoir cette liberté-là, et au bout de l'année, au final, l'argent récolté revient pour la même cause en fait. Ça revient finalement... Voilà. La lutte contre la mucoviscidose, c'est vraiment, on lutte tous pour la même chose, et au final, ça revient à la lutte directement. Alors je vous propose maintenant de se demander un petit peu quelle est la tendance chez les jeunes du secteur. Sont-ils engagés? Et s'ils l'étaient, ce serait pour quelle cause? Alors Marie-Morgane Lorenz leur a posé la question dans la rue, regardez. Est-ce que tu es engagé pour une association, une cause, quelle qu'elle soit? Non. Et si tu devais t'engager pour une cause, laquelle ce serait? Les animaux. Un truc en rapport avec les animaux, je pense. Pour les animaux, je pense. Pourquoi? Parce que en fait, déjà tout ce qui est test sur les animaux, je trouve pas ça normal en fait, pour tout ce qui est maquillage ou autre chose en fait. Et je pense qu'eux en fait, ils nous ont rien demandé pour qu'on fasse ça. Il y a trop de nos jours, il y a trop d'animaux qui se font maltraités ou des choses comme ça, et ça c'est pas normal. Est-ce que toi tu es engagé pour une association ou une cause, quelle qu'elle soit? Non, je ne suis pas engagée pour une association autre, mais je fais une filière professionnelle accompagnement, soins et services à la personne pour venir en aide aux personnes vulnérables. Si vous deviez vous engager pour une association ou une cause qui vous tient à cœur, ce serait laquelle? Je pense que ce serait plutôt quelque chose comme la lutte contre le sida, la lutte contre le cancer, ce genre d'association-là. Ça serait plutôt environnemental. Est-ce que selon toi les jeunes sont assez engagés pour ce genre de cause? Non, je pense pas. Non. Pas tous, non. Il faudrait un peu plus les sensibiliser, je pense, déjà dès le plus jeune âge, en école primaire par exemple, leur parler de tout ça parce qu'on n'est pas assez informés en fait. Je ne sais pas trop, je pense qu'il y en a qui sont engagés et d'autres moins, ça dépend de leurs envies et de leur motivation. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus engagés que les générations précédentes. Pas tous, et je pense que sur certains points on est mal informé et mal renseigné. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait une meilleure sensibilisation? Peut-être oui, parce que je pense que sur certains points, type le sida, il y a beaucoup d'idées reçues. Je trouve quand même de plus en plus, il y a quand même beaucoup de jeunes qui font de plus en plus attention. Après, c'est jamais parfait, mais je trouve quand même les jeunes sont de plus en plus motivés pour que cette terre aille le mieux possible dans plusieurs années, vu que nous on y sera encore. Ah oui, et pour motiver, sensibiliser les jeunes et même le grand public, rien de tel que les réseaux sociaux. Hein. Est-ce que c'est un outil incontournable pour vous tous? Victor? Oui, c'est vrai que... C'est lui qui fait le plus le buzz en ce moment. C'est vrai que c'est un peu contradictoire dans quelque sens, parce que par exemple le livre, on va nous dire c'est du papier, c'est du bois. Internet, on sait, ça pollue énormément, mais bon, il faut bien que le message passe quelque part, donc les réseaux sociaux sont un moyen colossal pour faire porter certains messages, je dirais. Donc oui, je pense que sans les réseaux sociaux, la prise de conscience n'avancerait pas aussi vite, je pense. Julien, vous mettez presque en scène en fait sur les réseaux sociaux. On est en fait presque parfois en immersion avec l'équipe du Kraken et on ramasse des déchets avec vous finalement. Expliquez-nous un peu cette stratégie. L'idée c'est de venir avec nous, les ramasser, pour pouvoir être sur les photos et les vidéos avec nous. Non, effectivement, après
les réseaux sociaux, c'est un peu un ogre qui a toujours besoin de manger, et donc du coup, il faut constamment lui donner du contenu. Et donc tous les jours, on doit avoir du contenu sur les réseaux sociaux pour animer la page. Donc ça, c'est un peu, intrinsèquement une stratégie de communication, mais du coup, on a toutes les photos du bateau, toutes les photos de nos opérations, les vidéos récapitulatives dont on voit quelques images à l'écran. Donc voilà, on a eu la chance, par exemple, l'image de la tournée a été faite par une réalisatrice russe et qui est venue à bord du Kraken, mais on a un besoin, nous, de communiquer sur les réseaux sociaux. De toute façon, sinon, comment est-ce qu'on on arriverait à faire passer le mot? Alors ça fait de vous aussi une sorte un peu d'ambassadeur, j'ai envie de dire, un visage finalement à qui on s'identifie. Ça compte, ça, c'est important? Non, ça compte pas, non. Après, ça se fait par la force des choses, où plus on fait, au bout d'un moment, on devient identifié comme quelqu'un qui essaye de faire au niveau de la dépollution océanique. C'est une conséquence plus qu'une envie initiale. Et pour vous, Catherine, alors être le visage d'une cause qui vous touche en plus personnellement, comment vous le vivez, ça? En fait, j'essaie de partager au maximum, que ce soit surtout sur les réseaux sociaux. J'essaie de montrer le visage de la maladie, parce que il y a le bon visage qu'on montre tous les jours, mais il y a le visage de l'autre côté. Par exemple, là je suis sous perfusion, mais personne ne le sait, personne ne le voit. Et ça, en fait, sur Internet, je le partage, je montre aux gens que la mucoviscidose, elle est encore là, il faut en parler, il faut nous aider. Ne serait-ce qu'un partage sur Facebook pour un de nos événements ou autre, ne serait-ce qu'un petit don va pouvoir aider la recherche, va pouvoir tous nous aider, nous malades directement. Alors on a mené une petite enquête justement sur nos réseaux sociaux, sur notre communauté web. On a demandé à notre communauté si les jeunes étaient assez représentés dans la vie politique et associative. Et au niveau des réponses, en fait, il y a 82% de non. Les jeunes ne sont pas assez représentés en politique et dans le milieu associatif. Et 18% de oui. C'est quoi vos réactions par rapport à ces chiffres, par exemple, vous, capitaine ? Je pense que c'est issu d'une perception également, c'est-à-dire que je pense que la jeunesse aujourd'hui a beaucoup de choses à exprimer et le dit avec un aplomb qui est vraiment impressionnant, et au-delà de ça, elle a justement cette capacité de communication qui n'existait pas auparavant. Donc je pense que oui, effectivement, les jeunes ont beaucoup de choses à dire. On a affaire à une génération qui est à la mesure des grands événements qui nous arrivent, qu'ils soient climatiques ou autres. Et oui, Julien, vous avez envie d'intervenir après. Et donc voilà, tout simplement, je pense que c'est une perception, et les jeunes font partie du paysage, que ce soit médiatique, politique, voire même économique. Alors, du coup, il faut que les jeunes, on dit que les jeunes sont à la hauteur ou devraient être à la hauteur. Il faut que les plus âgés aussi le soient. Parce qu'aujourd'hui, les postes à responsabilité qui ont des possibilités de réellement changer l'économie, changer la politique européenne, française, tout ça, c'est pas des jeunes. Donc, en fait, les principaux problèmes viennent aussi de la génération du dessus, qui pourrait plus bouger ou s'engager, et malheureusement ne le font pas pour des raisons de lobby, pour des raisons d'argent, pour des raisons XY de notion de pouvoir, et qui du coup, c'est bien marrant de dire tout le temps c'est aux jeunes de s'engager. Ça, c'est une rhétorique qu'on entend, que j'entends depuis le début de mon engagement politique, mais c'est quelque chose qui est un peu qui est à mon sens pas parfait, quoi. Alors pour avoir aussi l'avis de Pauline Lapointe-Zordan, quel est pour vous le poids d'un jeune dans la société? Est-ce que concrètement un ambassadeur comme ce qu'on a sur ce plateau ce soir, est-ce qu'il peut avoir un impact même peut-être sur une décision politique, ou vraiment l'impact est quand même pas vraiment là, quoi? Si, il a un impact, et un impact très fort. Moi, ce que j'ai envie de retenir sur justement cette nouvelle génération, c'est qu'on était souvent dans une transmission descendante, c'est-à-dire qu'on avait toujours l'impression que c'était aux plus anciens d'enseigner aux plus jeunes. Et aujourd'hui, je trouve qu'on prend une claque assez impressionnante, surtout en entendant les personnes qui sont sur le plateau et beaucoup d'autres que je côtoie chaque jour.
c'est que les choses sont un petit peu en train de s'inverser. C'est justement les jeunes qui sont en train de nous enseigner beaucoup de choses. Et au sein du conseil départemental, on a justement mis en place cette politique jeunesse, qui n'est pas une compétence régalienne du conseil départemental, donc c'est une vraie volonté politique, donc pour répondre justement sur les plus anciens qui devraient faire bouger les choses. Et on a envie de dire qu'on a une politique qui est pour les jeunes, mais surtout par les jeunes et avec les jeunes. Et justement, de ne pas être dans une politique descendante, mais bien dans une politique qui se co-construit. Et donc, on est pour accompagner les jeunes isolés, mais aussi de travailler avec eux, avec les jeunes talents, et par les jeunes engagés, dont certains sur le plateau font partie. Et pour rebondir aussi un petit peu sur la notion, sur les réseaux sociaux, moi, il y a un mot qui est très important, c'est pas réseau social. C'est réseau. Et je pense que c'est vraiment la notion de réseau qui est essentielle. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer au maximum. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement auprès des jeunes, avec des jeunes engagés, avec des jeunes ambassadeurs. C'est de créer cette notion de réseau pour pouvoir développer les projets et se faire entendre. Alors Simon Mérel, je vois que vous faisiez oui de la tête, vous étiez plutôt d'accord avec... C'est-à-dire que je partage complètement les points de vue. Dans l'armée, à 19 ans, vous pouvez vous retrouver à commander 3 personnels, être à la tête d'un matériel de plusieurs millions d'euros, et on vous fait confiance. Mais au-delà de la confiance, on vient également vous demander conseil, sans rentrer dans la technique. Un jeune de 26-27 ans, un jeune lieutenant, ira conseiller sur l'emploi de ses propres systèmes, dans son domaine d'expertise, ira conseiller un colonel émérite, voire au-delà. Donc justement, je pense que aujourd'hui, alors est-ce que c'est dû à une nouvelle génération qui est assez talentueuse, ou est-ce que c'est l'ère du temps tout simplement, mais on bénéficie à la fois du dynamisme de la jeunesse, tout en, et il est vrai, l'expertise et la sagesse des plus anciens âgés, d'entre nous. On peut dire ça. Alors on parlait de l'engagement politique. Alors certains jeunes font le choix de cet engagement politique et ça peut commencer par exemple avec le conseil municipal des jeunes. Voici l'exemple à Sarreguemines. Camille, Amaury, Louise et leurs camarades de la commission aide sociale ont aujourd'hui rendez-vous à la résidence du centre. Avec les seniors, ils vont faire une balade au cours de laquelle un lien se crée entre les 2 générations. Cela fait bientôt 2 ans qu'ils sont élus au conseil municipal des jeunes de Sarreguemines. Un mandat qu'ils n'avaient pas forcément prévu au départ. Au début, je pensais pas parce qu'ils sont venus dans notre école et j'en avais entendu parler, mais je pensais pas trop le faire. Et au final, je me suis dit pourquoi pas le faire aussi. J'ai voulu m'engager au CMJ parce que je voulais aider certaines personnes qui pouvaient pas avoir l'amour. Par exemple, pour les personnes âgées, il y en a qui connaissent plus leur famille, ils sont tout seuls. Donc après, il faut un peu les réconforter pour qu'ils soient heureux, quoi. Les 35 membres du CMJ sont maintenant très impliqués. Ils se retrouvent régulièrement avec leur commission pour trouver de nouvelles idées et les mettre à exécution. Malgré leur jeune âge, leurs aînés leur font une place dans le monde politique. Oui, j'ai l'impression qu'on a l'opportunité de nous donner des choses concrètes. On a pu, pendant le confinement, on a pu faire un livre pour les personnes âgées. Dans l'organisation, dans l'animation du grand jeu d'accords d'Halloween. De son côté, la commission sport et loisirs prépare activement son prochain événement, un escape game pour les jeunes sarregueminois. Le planning des élus est donc bien chargé au mois d'octobre pour pouvoir l'organiser. C'est un vrai engagement pour ces adolescents. Ils ont été élus par leurs camarades de classe en CM2 ou en 6e pour une durée de 3 ans. Ils représentent l'ensemble des quartiers de Sarreguemines. Les précédents élus ont même voulu poursuivre leur engagement. Ils viennent de former JCS, Jeunes Citoyens de Sarreguemines.
Et Maëlys Kremer nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, ton engagement justement, il est politique. Tu es présidente du conseil départemental des jeunes. Alors c'est quoi ton rôle ? Alors moi, mon rôle, c'est de diriger une assemblée constituée de jeunes Mosellans qui viennent de toute la Moselle. On est 54 et on monte des projets pour les jeunes. Alors je vais m'adresser à Pauline Lapointe-Zordan avec qui il y a un lien tout particulier. Comment a démarré cet engagement des jeunes au conseil départemental ? Alors en fait, c'est les conseillers départementaux seniors, si j'ai envie de dire, qui, sur leur territoire, ont essayé de repérer justement des jeunes qui étaient déjà un petit peu engagés, qui avaient une volonté particulière de s'intéresser à la vie de la cité. Et donc, c'est sur dossier, en fait, que les jeunes sont arrivés au conseil départemental junior. D'accord, donc Maëlys, tu as candidaté. Exact. D'accord, effectivement. Alors une question à tous, est-ce que quand on est jeune et engagé, est-ce qu'on n'a pas quand même une sorte de poids sur les épaules, en quelque sorte ? Est-ce qu'on n'est pas un peu pieds et poings liés par cette cause ? Est-ce qu'on ne se fait pas un peu dépasser ? Julien ? Est-ce qu'on s'en fait un peu dépasser de temps en temps ? Oui, dans le sens où Victor aura à mon avis le même discours, c'est qu'on a beaucoup de questionnements sur les réseaux sociaux. Oui. On a régulièrement des gens qui viennent nous poser des questions sur la cause des océans. Est-ce que je peux venir sur le Kraken ? Comment est-ce que je peux m'engager avec soit Wings of the Ocean, soit avec Sea Shepherd, soit avec d'autres assos. Et donc on a régulièrement ce petit travail de entre guillemets secrétariat à faire, à répondre à toutes ces personnes qui nous sollicitent sur les réseaux sociaux. Même si en fait c'est vraiment génial parce que ça prouve que, moi en fait j'adore faire ça aussi, puisque on répond à des gens qui sont motivés et c'est sympa d'avoir. Quand j'ai commencé à vouloir monter chez Sea Shepherd, j'en ai contacté des dizaines d'anciens Sea Shepherd pour savoir comment est-ce qu'on pouvait y aller. Et maintenant être un peu dans ce rôle-là, c'est sympa aussi, quoi. Et toi, Maëlys, de ton côté, est-ce qu'il y a des sollicitations ? Est-ce qu'il y a des demandes particulières qui arrivent par les réseaux sociaux ou d'autres biais ? Oui, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui nous demandent comment on peut rejoindre notre assemblée, qu'est-ce qu'on fait réellement, et après parfois aussi au lycée, c'est quoi ton engagement, c'est quoi, qu'est-ce que je fais en fait. Et concrètement, comment ça se passe ton engagement en termes de temps ? Comment tu es organisé ta semaine par exemple ? Je vais au lycée toute la semaine et à côté je suis aussi pompier, donc et sinon je travaille parfois le soir, je fais mes devoirs, mais sinon il n'y a pas beaucoup de travail. Au département, on nous aide beaucoup, donc ça va. Toi, tu as même un double engagement en fait. C'est un besoin, tu as besoin d'être utile. C'est quoi l'objectif pour toi de t'engager comme ça dans différentes causes ? Moi, je me suis engagée déjà il y a 4 ans chez les jeunes sapeurs-pompiers, et pour moi c'était vital. J'avais envie d'aider les autres, donc là j'aide les jeunes à peut-être se sentir mieux dans leur département, pour leur dire qu'ils sont aussi là, parce qu'on monte beaucoup de projets pour les adultes, mais peu pour les jeunes. Et est-ce que tu sens un poids sur tes épaules en étant présidente ? Non, pas réellement. On nous demande parfois, est-ce que c'est compliqué ? C'est pas si compliqué que ça. On a parfois des réunions 1 fois par trimestre, donc ça va. Et de ton côté, Victor ? Est-ce que tu ressens un poids sur tes épaules ? Non, je pense pas qu'on reçoit plus de poids quand on est jeune qu'un autre militant quelconque. Je pense que le poids est à peu près le même. Tout dépend des responsabilités qu'on a. Je pense qu'un président d'une grande ONG aura forcément plus de poids sur les épaules que moi qui n'a aucune responsabilité, je pense. Mais on porte quand même un discours, donc il faut quand même, je dirais, il faut pas dire n'importe quoi, mais j'aimerais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense pas, en tout cas sur le sujet que le message que je porte moi et toi de l'écologie, on va dire, je pense pas que c'est les jeunes qui sont là pour éduquer les adultes. Je pense que ce message-là, c'est pas que les jeunes qui le portent, et il est porté depuis bien plus longtemps, je pense. Et je pense que c'est une erreur de comme ça dissocier les générations des unes des autres. Je pense que c'est un combat intergénérationnel. Et que voilà, c'est pas les jeunes qui sont là pour
éduquer, comme on pourrait dire, les adultes, mais c'est ceux qui ont cette conscience, les militants, qui doivent sensibiliser les autres qui finalement n'ont pas développé cette conscience. Et les jeunes en font partie, je pense. Alors ce qui est dingue, c'est que tu es assez humble, tu prends beaucoup de recul sur les choses, mais mine de rien, tu as 15 ans et je ne sais pas si beaucoup de jeunes de 15 ans auraient cet aplomb-là en parlant de cette cause. Je ne sais pas, Simon Mérel, votre ressenti, il a un recul. Tout simplement, il porte son engagement, c'est son moteur, du coup, à mon sens, il arrive à faire des choses qui sont exceptionnelles. Enfin, je pense que chacun, vous partagez mon avis. Dans quelques années, on entendra parler, je pense. Mmh. Voilà, on va surveiller ça de près. Hein. Est-ce que, Maëlys, Victor, comment ça se passe avec vos camarades? Est-ce qu'ils comprennent que vous soyez engagés comme ça? Est-ce que certains ne comprennent pas? Comment ça se passe avec les jeunes de votre âge? Moi, au lycée, ça se passe plutôt bien. On me demande c'est quoi mon réel rôle. Et comme je suis aussi pompier à côté, pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi déjà si jeune? Parce que 16 ans, c'est jeune déjà pour être pompier. Mais je leur explique que d'abord, j'ai fait un cursus de JSP 4 ans avant. Et au niveau du conseil départemental junior, je leur dis qu'on monte des projets pour la jeunesse. Et comme on a des réseaux sociaux, ils peuvent aller voir ce qu'on fait vraiment. Et toi, Victor? Est-ce que de ton côté... Oui. Est-ce que de ton côté, tes camarades ou les jeunes de ton alors entourage... moi, forcément, comme je suis scolarisée à la maison, je suis moins en contact avec des jeunes, donc je vois pas forcément comment ça peut se passer dans un établissement, quelle mentalité globale peut se trouver dans un établissement comme ça. Après, c'est pas un sujet, en tout cas avec les jeunes que je côtoie, qui est au cœur des préoccupations. En tout cas, pas l'engagement, mais en tout cas le message. La biodiversité, par exemple. Ça arrive qu'on peut en parler, mais je pense pas que c'est un sujet non plus au cœur des préoccupations. Bon, chez moi, après de Metz, il y a les Young for Climate, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont sensibilisés à ces choses-là, mais je pense qu'il y a encore un énorme travail de sensibilisation qui est à faire, je pense. Alors je me tourne vers vous, Julien, financièrement. Comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive à vivre de son engagement? Dans votre cas, par exemple, est-ce que vous êtes salarié? Comment ça se passe? Alors nous, chez Wings, on a du coup maintenant 3 salariés au SMIC et le reste est bénévole. Moi, je suis encore bénévole dans l'asso. J'arrive à me défrayer. Pour l'instant, j'arrive pas à me sortir un salaire, mais j'arrive à me défrayer, ce qui est déjà une grande avancée. Après, en termes de financement, clairement, pour l'instant, et j'en appelle au département, à la région, à tout cela, et grosso modo tous les politiques, nous on a depuis 2 ans et demi, même si on a fait une mission de service public qui est donc de dépolluer les côtes françaises et à l'international, on a touché pour l'instant 0 € de financement public. Donc pour l'instant, on ne vit qu'avec des mécènes, avec des entreprises privées qui nous sponsorisent. D'accord. Et en fait, c'est assez complexe parce que on rentre pas forcément dans des cases et il faut absolument tout le temps, au niveau de l'administration française, rentrer dans des cases. Et c'est quelque chose qui en est harassant, puisque quand on dépollue dans le sud de la France, dans la région sud, donc anciennement région PACA, et qu'on se déplace un tout petit peu vers l'Occitanie, et ben c'est plus les mêmes financements. Quand je dépollue à Tentlin ou quand je fais des dépollutions sur Strasbourg, et ben c'est pas le même financement. Et il n'y a pas un ministère de l'écologie française qui peut se permettre de financer ça. Ça balance à chaque fois vers des départements et des départements un bateau se déplace. Donc l'administratif peut être vraiment très lourd. C'est une plaie. L'administration pour nous est une plaie. C'est 95% de mon temps. Effectivement. Mon temps, c'est que de faire de l'administratif et de gérer de gérer de l'administratif. On a été obligé de changer une loi française. On y a réussi l'année dernière, au bout de 16 mois de combat juridique, pour faire reconnaître le temps de mer des marins sur bateaux en plaisance, alors qu'en fait il était validé que sur des bateaux au commerce. Donc en fait un bateau comme le mien ne validait pas le temps de mer des marins, condition sine qua non pour valider les brevets. Et bref, là on a réussi à le faire changer, mais c'est extrêmement complexe d'avoir affaire à une administration qui la plupart du temps est aveugle complètement. Et donc bref, je vais pas me faire des amis en disant ce genre de choses, mais... Effectivement. Alors on va s'intéresser maintenant à une autre initiative qui est quand même bien connue. Il s'agit du 4L Trophy. On a suivi les participants de l'édition 2021. On regarde. On a des freins.
on a 1 sur 4. Étape cruciale pour participer au 4L Trophy, trouver la fameuse 4L, mais aussi la retaper. Pour préparer cette aventure qui aura lieu du 18 au 28 février 2021, il faut prendre du temps, faire des concessions. Les 6 amis ont dû trouver des sponsors pour financer leur véhicule, puis vient le temps des réparations. Ils se retrouvent régulièrement pour faire de la mécanique. Ça demande quand même beaucoup de boulot, de travail sur les 4L. Surtout que je m'y connais pas du tout en mécanique, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va, on est une bonne équipe. En plus, on est assez nombreux vu qu'on est 6. Il y a 3 étapes en fait. Il y en a une qui a déjà été achetée, qui est quasiment prête. Il y en a une, c'est la mienne qui est derrière, où le châssis est à nu et on refait de tout de A à Z. Et il y en a une autre qui est, je dirais, entre les deux, au milieu. Un engagement sur le long terme pour cette aventure unique qui les emmènera jusque dans les dunes du Sahara. Le 4L Trophy a aussi une dimension humanitaire et solidaire. À bord de leur véhicule, les binômes vont transporter des dons financiers ou des fournitures scolaires. À leur arrivée à Marrakech, ils seront remis à l'association Les Enfants du Désert. Les participants contribuent ainsi à la construction d'écoles. C'est important d'aider les autres, leur donner une chance, surtout qu'une fois qu'on est sur place, ici on ne s'en rend pas compte, mais là-haut il n'y a pas vraiment les mêmes moyens qu'ici. Et quand on doit faire un certain nombre de kilomètres pour aller à l'école, où nous on est en 2 minutes, ça choque au début. J'ai fait des études en social, donc le côté humanitaire c'était comme pour eux 50-50, le projet un peu aventure et humanitaire à côté, c'était un peu ce qui nous a motivés à aller au bout, quoi. Lorenzo a lui déjà participé au 4L Trophy. Il ne retient que de bons souvenirs des 6000 km parcourus. Déjà que les jeunes peuvent énormément s'entraider parce que des fois on ne le voit pas forcément quand on est en études, etc. Mais une fois qu'on est dans un autre contexte que l'école, etc., ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'entraide. Pour être fin prêt avant le départ, les équipes sont encore à la recherche de sponsors pour les aider à financer les 4L, mais aussi pour apporter un maximum de dons pour permettre l'accès à l'éducation à tous les enfants. Alors Simon Merel, qu'est-ce qui motive selon vous les jeunes à s'engager, en tout cas dans l'armée ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a la recherche d'un cadre. Après, au-delà de ça, ce à quoi nous assistons de manière régulière, parce que au CEFIM, nous effectuons en fait les classes des nouvelles recrues. Donc, tout soldat qui s'engage passera, enfin tout du moins militaire du rang, passera dans un CEFIM. Et en fait, au fil du temps, les motivations changent et le sens de l'engagement, justement, s'épaissit, je dirais. Et de là vient par la suite le fait de protéger la nation, de vouloir se hisser, de vouloir bénéficier de l'ascenseur social. Alors on a remarqué aussi quelque chose en tout début d'émission dans notre bilan. Voilà, le fait de s'engager dans l'armée, la patrie, la nation, c'était pas en tête de classement, c'était plutôt en 5e, 6e position. Voilà, mais c'est également la troisième motivation. Pour un jeune, pour s'engager aujourd'hui. Donc je partage tout à fait ces statistiques. Et comme je vous le disais, voilà, c'est au fur et à mesure qu'ils rentrent dans la famille militaire que là, justement, s'éveille chez eux, au-delà du sentiment de citoyenneté, celui véritablement du soldat qui est là pour défendre les intérêts de la France et défendre les citoyens. Et est-ce que, voilà, pour vous tous, dans vos différents domaines, est-ce que le challenge commun, ce ne serait pas aussi celui de tenir dans la durée, en fait, de réussir un petit peu à continuer à enrichir cette cause ou à valoriser cette cause comme ça dans la durée ? Victor ? Pour ma part, après, oui, je pense que c'est nécessaire en plus. Enfin, je veux dire, on peut pas comme ça partir. Pour moi, du moment où on commence à se dire, tiens, je vais plus être dans le déni et je vais commencer à vouloir m'engager, ça doit, à moins qu'on ait des impératifs qui nous empêchent. Je pense que c'est quelque chose qui doit continuer dans la durée. Sinon, ça me paraît un peu incohérent. Je pense, ça dépend de quoi on parle, de quel sujet forcément. Mais
Mais en tout cas, de ma part, je trouverais ça un peu incohérent si moi, maintenant, je commence à arrêter complètement. Oui, lancer une simple opération, une marche, comme tu l'as fait, c'est pas suffisant. C'est en aucun cas suffisant et on ne doit pas s'arrêter là. Non. Ça doit être dans la durée, ça doit être un combat continuel qui peut être compliqué mais qui est nécessaire. Alors c'est quoi les difficultés d'ailleurs? Tu dis c'est peut-être compliqué, c'est quoi les difficultés quand on défend une grande cause? Vous êtes confronté à quoi, par exemple, Julien? À une administration, ouais, comme on en a déjà dit. Non, à des réticences, enfin à des manques de financement, clairement aussi, dans le sens où, par exemple, une association comme Wings of the Ocean ou comme Sea Shepherd, par exemple, Sea Shepherd, leur budget annuel c'est 11 millions d'euros, il faut qu'ils les trouvent pour faire tourner autant de bateaux. Nous on est largement moins que ça, mais on a quand même besoin d'à peu près 500 000 euros par an pour pouvoir faire face à tous les frais du Kraken. Et ça, c'est encore sur un modèle bénévole. Si jamais on était tous salariés du Kraken, il nous faudrait 2,5 millions. Voilà, mais c'est ça. Alors, on pourra discuter du montant ou de tout ça, mais c'est que... En fait, on fait quand même des missions de service public. Et quand on a des subventions pour des entreprises avec des baisses de charges, par exemple à travers le CICE ou ce genre de choses, des entreprises polluantes, c'est assez un peu contradictoire par rapport à des associations qui, elles, essayent de dépolluer et qui coûteraient en fait moins cher à financer. Quand on a... là, on a essayé de refaire passer une dernière loi, de rechanger une loi. Il se trouve que les pêcheurs et les croisiéristes payent leur gasoil détaxé, donc 38 centimes le litre. Nous, on le paye 1,30 € le litre de gasoil. Sea Shepherd paye 1,30 € également. Et voilà, c'est... Donc il y a encore énormément de choses à faire, effectivement. Alors je vous propose maintenant de s'intéresser à deux jeunes. Elles ont seulement 12 ans. Il s'agit d'Amy et Elsa. Elles ont choisi, comme toi Maëlys, de devenir jeunes sapeurs-pompiers. Regardez. C'est dommage. Le déroulé de tuyaux. C'est le premier exercice qu'Amy et Elsa ont appris en intégrant les pompiers de beach. Depuis le mois de septembre, elles se retrouvent tous les vendredis soirs à la caserne pour découvrir cet univers. Elles sont devenues des JSP, jeunes sapeurs-pompiers. Je voulais me lancer dans les JSP parce que je voulais faire plus tard sage-femme ou péricultrice et parce que j'aime beaucoup le sport. J'en avais entendu parler et alors quand on est allé à La Réunion, ça m'a beaucoup plu. C'était aussi pour apprendre tout ce qui est gestes de premier secours et tout, pour apprendre les grades, les valeurs aussi, ce qu'il y a chez les pompiers. Ces nouvelles recrues représentent l'avenir de la caserne. Christophe Vilsius, le capitaine de Beach, a lui-même démarré cet engagement en tant que jeune sapeur-pompier en 1975. On a une continuité qui est importante, puisque plus de la moitié de l'effectif des sapeurs-pompiers de Beach sort des jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, c'est un vivier important pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires ainsi que sapeurs-pompiers professionnels. Amy et Elsa s'engagent pour un cursus de 4 ans, au cours duquel elles vont apprendre les valeurs des sapeurs-pompiers et vont suivre différents enseignements, l'instruction civique, le sport, le secourisme. Au terme des 4 ans, elles pourront passer le brevet de JSP. Mathéo vient de l'obtenir. Dans quelques semaines, il va officiellement faire son entrée dans la compagnie beachoise. En attendant, la caserne est toujours à la recherche de jeunes recrues. Pompier, c'est l'aventure au bout de la rue, donc c'est aussi quelque part un vecteur de cohésion, un vecteur de rassemblement social aussi, et de laquelle on découvre de belles valeurs et de belles valeurs humaines. Pour rappel, les recrutements pour les pompiers volontaires se font de 16 à 55 ans et à partir de 11 ans pour les JSP. Simon Mérel, le service militaire n'existe plus. Comment on fait du coup pour faire découvrir l'armée aux jeunes ? Alors, plusieurs possibilités s'offrent pour le jeune qui se poserait des questions, ou au-delà de ça, quand on en parlait également au niveau des réseaux sociaux, justement que d'aller se challenger, aller voir si véritablement c'est fait pour la personne. Voilà. Donc après, au niveau des tests, vous avez les préparations militaires qui sont dispensés au sein des régiments sur une période d'1 semaine où vous êtes, et cela
dès 16 ans, où justement vous découvrez la vie du militaire, vous passez en treillis et une immersion quoi. Voilà, vous êtes en immersion. Effectivement, il n'y a rien de tel pour découvrir un petit peu le milieu. Voilà. Maëlys, toi ton mandat il dure combien de temps? Il dure 3 ans. Il dure 3 ans, et est-ce que cette mission, est-ce qu'elle t'a donné envie d'aller plus loin en politique? Après le lycée, je voudrais bien aller à Sciences Po. D'accord. Là, au lycée, je fais une préparation au concours à Sciences Po, du coup. D'accord, donc il y a quand même une vraie vocation qui est née aussi avec ce premier mandat. Oui. Effectivement. Alors de ton côté, Victor, tu as écrit un livre, il s'intitule « Je rêve d'un monde ». C'est quoi les projets à venir ? Les projets à venir, pour l'instant, j'ai pas de gros projets à venir, disons. La sortie du livre me prend quand même pas mal de temps. Après, c'est des petits projets, on va dire, soit avec les associations que je fais depuis pas mal de temps, soit des projets un peu plus personnels. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros projets, mais ça va peut-être venir. Tu te laisses porter, tu suis déjà les invitations dans les médias, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais il faut trouver, non, mais peut-être que encore une fois, peut-être qu'on va voir, quand je dis on, avec le collectif La Marche pour la Biodiversité, à essayer de faire des choses encore une fois avec les communes, avec les associations de protection de la nature. Peut-être qu'il y a des choses à voir là-dessus en Moselle, mais ça va venir. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Okay. Pauline Lapointe-Zordan, de votre côté, voilà, ces projets avec les jeunes du conseil départemental, c'est quelque chose que vous souhaitez poursuivre sur un certain type de projet peut-être ? Alors on a des projets qui sont en place avec les CDJ. Ils ont un gros projet sur le harcèlement scolaire. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque ma deuxième casquette c'est enseignante, donc forcément... c'est quelque chose qui me touche. Et oui, c'est les accompagner à la fois pendant la durée de leur mandat, donc qui dure 3 ans, comme l'a rappelé Maëlys. Mais je rebondis un petit peu aussi sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure. C'est aussi des jeunes qui sont engagés dans ce mandat auprès des CDJ, sans trop savoir finalement quel était le sens de leur engagement et qui ont pu le trouver pendant ces 3 années et qui va pouvoir se poursuivre. On a un engagement fort avec l'UNICEF puisqu'on est un département ami des enfants et par exemple on a des jeunes CDJ qui se sont engagés beaucoup plus loin auprès de l'UNICEF après leur mandat. Donc voilà, c'est de continuer de les suivre et puis d'essayer de les accompagner le mieux possible, bien évidemment. Effectivement. Alors Julien, de votre côté, où sera le Kraken dans ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Alors les prochaines semaines, il est encore en chantier. Ouais. Il sortira du chantier de Savonne là, dans à peu près une quinzaine de jours. Ensuite, il ira direction Marseille puis Port-la-Nouvelle pour des derniers finiolages avant de partir en Atlantique. On a une grande mission en Atlantique. Aujourd'hui, on est en réflexion si on part dans les Caraïbes. Donc on fait une transatlantique histoire de faire beaucoup de dépollution dans les Caraïbes durant l'hiver, puisque c'est assez difficile de naviguer en Méditerranée. Soit sinon de faire un programme entre Madère, les Canaries et les Açores, qui sont un peu la partie est de l'Atlantique avec énormément de pollution. Aujourd'hui c'est en discussion et ça va majoritairement dépendre du Covid, quoi. Et c'est quoi les évolutions pour l'association de manière générale? Le Kraken, il pourrait y en avoir 2, 3 il y a un projet. Pas aussi gros que le Kraken, mais on est sur d'autres projets également. Il y a l'étang de Berre qui est le 2e plus grand lac salé d'Europe à côté de Marseille, qui est vraiment extrêmement pollué. On y a fait 6 journées avec un autre bateau qui s'appelle le Saint-Amour. Et on a dépollué 2,5 tonnes de déchets en 6 journées, quoi. Donc c'est quand même assez considérable. Tout à la main, avec une quinzaine de personnes. Et donc on a vraiment envie de pouvoir y aller pendant au moins 8 mois cette année. Et là, on aurait quelqu'un qui pourrait nous prêter une péniche pour faire un tour de France des canaux, des fleuves et des rivières, de manière à faire de la dépollution avec des kayaks qui suivraient la péniche. Et la péniche serait la base itinérante, en fait. De manière à faire de la sensibilisation de tous les publics et dans toutes les villes où la péniche passe et de la dépollution le long du passage.
Tout ça dépend uniquement des financements. D'accord, bon, voilà, l'appel est lancé en tout cas. Est lancé. Et puis bien sûr, on pourra suivre toutes vos missions sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, ça s'affiche à l'écran, donc Wings of the Ocean. Et puis pour Catherine Schmitt, qui est passée tout à l'heure sur notre émission, ça se passera également sur les réseaux sociaux. Voici son compte, donc c'est Un monde sans mucoviscidose. Et bien sûr, vous pouvez suivre toute l'actualité et tous les événements qu'elle organise. Alors voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci à chacun de nos 6 invités d'y avoir participé en présentiel ou en distanciel. Voilà, vous connaissez désormais le visage des jeunes qui défendent les grandes causes de notre société et de ceux qui les accompagnent. Alors ils ont peut-être parfois un poids sur les épaules, mais en tout cas ils tiennent bon dans leur rôle d'ambassadeur. Retenez bien leur visage, on l'a dit, vous risquez de les croiser encore un peu. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Polygone. Cette fois-ci, on s'intéressera à la justice de proximité. Quelle justice pour vous? C'est la question à laquelle répondra Uranie Tozic et ses invités. Rendez-vous donc mercredi prochain. Très belle soirée à tous et à bientôt.